Ok. Creo que empezamos, porque ya hay suficientes personas esperando. Entonces, como moderadora de esta mesa redonda, no me queda nada más que darles la bienvenida. Je vous souhaite la A esta bienvenue mesa redonda à en la cette que vamos a table reflexionar ronde où sobre las l'on va estructuras parler de des los servicios públicos structures des como services instrumentos publics comme de instrument de reactivación social réactivation en el marco de la línea dans le cadre temática de la del ligne territorio como thématique, le base de la territoire innovación comme base de social, l'innovation económica y sociale, ambiental. économique Ha et quedado muy en environnementale. evidencia que este es uno de los Il est efectos évident del que c'est bon, coronavirus ça c'est y l'un garantizar des los effets du servicios públicos coronavirus, al conjunto de la población es una necesidad que c'est un crucial y besoin, especialmente si pensamos en aquellas surtout si personas que se l'on pense encuentran en à la ces personnes situación de qui sont mayor dans une vulnerabilidad situation de socioeconómica. Junto a vulnérabilité. todo ello, en esta nueva Avec etapa cette que nouvelle nos obliga a étape qui nous repensar y a oblige à reactivar la economía repenser social, nos l'économie encontramos sociale, on se ante trouve un viejo amigo avec que son des como los vieux amis movimientos comme les migratorios del mouvements mundo rural migratoires, húmedos que continúan monde y rural, que suponen un desafío ville, a et la qui hora suppose un de los défi países y de à los l'heure territorios de mantener où su población de y maintenir la atraer population talento. et d'attirer Este du es un talent. reto, un C'est desafío un comercial que défi deberemos responder commercial también con servicios auquel e on doit répondre infraestructuras avec des renovados services que animen al d'infrastructures renouvelées crecimiento de qui estas aident zonas. à la croissance Y de sobre cette estas cuestiones zone. y Et muchas sur más, ces sin questions et duda, sur beaucoup d'autres, vamos a debatir en esta nous mesa allons redonda, como débattre decía, sur con cette table personas ronde de avec des diferentes personnes de différentes territoriales perspectives y que ahora voy a territoriales pasar et a que je vais saludar y passer a à presentarles saluer et à de manera présenter. breve. Empezamos. Buenos Nous días, allons buenas tardes commencer. Bonjour, al señor Miguel Ángel Monsieur Siciliano. Miguel Él Ángel es abogado Siciliano. egresado de C'est un la avocat Universidad Católica de diplômé de Córdoba. l'Université En el catholique año de 2001 Cordoba. fue En coordinador del 2001, il a été programa coordonnateur Organismo du Jurídico programme de Orientación Organisme de la juridique Secretaría de Justicia de la d'orientation provincia de Córdoba. de la En province de Cordoba. En 2004 fue gerente de 2004, il a asuntos été jurídicos gérant de la d'affaires Secretaría juridiques General de du secrétariat Gobernación, général de la concejal de la ciudad gouvernance, de Córdoba entre conseiller de 2007 y la mairie de Cordoba 2015, entre entre 2007 et 2017 y 2015, entre 2019, también 2017 et secretario de Asuntos 2019, secrétaire Institucionales des del affaires Ministerio de Gobierno institutionnelles de du Córdoba gouvernement de y desde Cordoba. Et 2019 depuis hasta la fecha 19 se à ce desempeña jour, como secretario il de est Gobierno de la secrétaire du Municipalidad gouvernement de la de mairie Córdoba, de en Cordoba. Argentina. Buenos días. Bonjour. Buenos días, Judith. Buenos días a todos y a Bonjour, todas. Judith. Continuamos Nous con François continuons avec Poliata. Él François tiene un Poliata. diploma en Il a un urbanismo diplômé, de la il Escuela est diplômé en Superior de urbanisme Arquitectura dans y Urbanismo l'université de Lomé en africaine Togo, varias de Lomé à especializaciones, Togo. máster y doctorado Il en a des doctorats urbanismo en en la urbanisme rama de economía dans la urbana y branche gestional de la d'économie Universidad de urbaine París 12, au Paris Val-de-Marne. 12, Val-de-Marne. Fue jefe de Il a été división chef de de division du urbanismo y ministère equipamiento d'Urbanisme et en Équipement Níger, investigador del au Niger, Observatorio de Economía dans e Instituciones l'Observatoire Locales en d'économie et París. des Ha institutions locaux trabajado à durante 10 Paris. años en el Il programa a de travaillé depuis Desarrollo 10 ans dans Municipal le para África développement Occidental y pour Central l'Afrique y actualmente es centrale. director de Et operaciones aujourd'hui, il est y directeur asistencia d'opérations et técnica en ciudades assistance y technique gobiernos villes et locales gouvernements locaux unidos de África con unis sede en d'Afrique, Rabat. Muy buenas dont le tardes, siège est à François. Rabat. Bonsoir. Pasamos a saludar a... Bonsoir. 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 Con un poco de retardo por la traducción. Pasamos a saludar Nous saluons al señor Monsieur Javier Gallegos Barrientos. C'est un politicien péruvien. Il a été le maire de Parcona de 2017 à 2014 et de 2019, il est le gouverneur régional d'Ica. Aujourd'hui, il préside l'exécutif de la région de Los Andes et il est le fondateur du mouvement politique Œuvre pour la modernité. Bonjour, Monsieur Gallegos. Bonjour. C'est un plaisir de vous saluer de la région d'Ica. Je suis très contente de participer de ce forum. Un très grand plaisir. Bonjour. Et nous passons à saluer à Madame Nadine Bourba. Elle agit comme directrice de résilience dans la ville de Ramallah depuis 2017. Il aide les villes dans la mise en place des résidences et soutenabilité. Il a travaillé aussi en Espagne et il est diplômé et elle a participé dans les plateformes d'entrepreneuriat. Bonjour Nadine. Bonjour.
C'est un plaisir pour moi d'être là. Nous continuons et nous fermons la ronde des orateurs avec M. Molina. C'est le directeur du Centre pour la participation et le développement humain soutenable durable. Il est avocat. Il est de l'Université autonome de Mexique, secrétaire national de participation populaire, gouverneur du département de Santa Cruz, recteur de l'Université de... Il a 28 livres publiés dans des matières juridiques. Il a reçu de nombreux prix pour sa trajectoire et aujourd'hui, il coordonne la recherche sur les villes intermédiaires dans les domaines boliviens et latino-américain. Bonjour. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, après avoir salué nos orateurs, je vais parler très brièvement comment nous allons travailler sur cette session. Pour ceux qui nous écoutent, on va avoir un premier bloc où on va débattre et réfléchir sur les points clés de ce débat. Je vous poserai des questions à ceux qui nous accompagnent et ensuite, il va y avoir 15 minutes de questions et nous allons finir avec une synthèse, avec des messages et des idées qui vont nous poser et chacun va parler de son intervention. On va commencer avec la première question. Nous allons par M. Siciliano. Il est important de respecter les 6 minutes. Je vais compter, s'il vous plaît, essayez de les respecter. La première question, ce serait quelles sont les infrastructures et services clés pour la réactivation économique et la fixation des populations en mettant l'accent sur les zones les plus éloignées des capitales ou les secteurs ruraux. Monsieur Siciliano. Bonjour à tous et à toutes, ici à Cordoba, de Cordoba, aux organisateurs du Forum mondial des autorités du gouvernement national, provincial, municipal, à tous et à toutes qui nous accompagnent de tous les endroits du monde. Pour nous, comme citoyens de cette ville capitale de la province de Cordoba, c'est un honneur, c'est un plaisir de savoir que depuis Cordoba et de manière virtuelle, nous pouvons partager avec vous cette expérience merveilleuse. Je vais vous raconter, je suis le secrétaire du gouvernement de la ville de Cordoba, une ville d'1,5 million d'habitants. Nous avons arrivé à ce gouvernement avec le maire, Gérard Joda. Je suis son secrétaire depuis décembre de l'année 2019. C'est une année, je vais vous raconter les structures et l'ordonnement. Un problème depuis les dernières années. Il a augmenté sans ordonnement territorial. Le dernier plan d'ordonnement général de la ville a été organisé il y a 20 ans par un maire qui s'appelait Marcy, qui a été le dernier maire qui a donné un certain ordre parallèle à la croissance avec le développement de la ville. Puis la ville a commencé à croître sans un ordre. Cela a entravé pendant les dernières 20 années l'arrivée des services, l'ordonnement de la ville, organiser les pôles industriels, sanitaires, les couloirs, les services municipaux et les services privés. Depuis notre ascension, il y a 1 an et 4 mois, nous avons déjà généré un plan directeur d'ordonnement territorial par l'instruction du maire, qui est déjà dans le conseil municipal, dans le pouvoir législatif, pour être approuvé et voté. Ceci va commencer à changer les choses et à ordonner la croissance d'une ville en mettant à travers la prestation adéquate des services. Nous avons pris une décision très forte liée à prioriser la structure de la société aux piétons, à la nature, à la famille, au détriment des voitures. C'est pour cela que nous avons commencé une politique orientée à la génération des rues. Nous avons fondé 4 blocs, super blocs
Le premier, c'est celui que nous appelons le bloc historique. Je ne sais pas si vous le voyez maintenant, mais ce super bloc, c'est là où se trouve la partie historique de la ville, les 500 années de la ville. Ce que vous voyez maintenant, c'est un bloc plein de bus et des voies pour les vélos, des cafés. C'est prendre l'espace de la voiture, du bus, du sport pour le rendre aux habitants, aux personnes. Nous avons notre cathédrale, notre bloc de l'UNESCO. Ça, c'est le noyau de Cordoba, la place centrale. C'est pour cela que nous avançons et nous créons un super bloc ailleurs qui s'appelle le bloc du Bon Buen Pastor, associé à un secteur très important de la ville, lié à la ville, au tourisme, à l'emploi. Nous avons mis la mairie, le super bloc de la mairie au centre de la ville et finalement le super bloc de notre marché central. Un marché qui, depuis l'année 1927, est là et qui se trouve à certains mètres de notre fleuve. Pourquoi est-ce que je vous mentionne notre fleuve? Parce que Cordoba possède un fleuve qui s'appelle le Osuquia, qui le traverse nord vers le sud, de pointe à pointe. Et pendant plusieurs années, Cordoba a cru sans regarder le fleuve. Les villes du monde qui ont le luxe, le privilège d'avoir un fleuve qui les traverse de bout à bout au milieu de la ville, croissent et regardent le fleuve. Mais par contre, Cordoba n'a pas su comment croître sur son fleuve. Donc, il y a une unité spéciale de la mairie dédiée pour récupérer les 32 km de notre fleuve Suquia. Aujourd'hui, c'est un espace occupé par les gens, par la communauté, où on a récupéré non seulement le fleuve, mais la marche, les espaces verts, le lieu que les citoyens de Cordoba choisissent pour aller. Et c'est là, nous l'avons rempli d'art parce qu'il y a un programme lié à l'art urbain et que nous avons encouragé dans notre ville qui s'appelle l'art des gens, où des artistes locaux développent des peintures, des muraux, la récupération des murs de la ville. Nous avons peint plus de 35 000 carrés de murs ont été peints, couverts par des muraux, pour mettre en valeur des espaces publics. Et je vous répète, depuis que nous avons assumé le poste, nous avons eu une priorité, que la ville doit penser à l'être humain, à la famille et à l'environnement comme l'axe de soutien et de construction territoriale, qui pense une ville en prenant l'axe la voiture va obtenir du chaos. Je regarde la montre, je n'ai que 6 minutes et je lui ai dit qu'il va être strict avec le... Mais il y a quelques années, quand un maire annonçait qu'il allait étendre une ville en retirant le trottoir, en rétrécissant les trottoirs, parce que les gens pensaient aux voitures. Aujourd'hui, le monde a pensé et Cordoba n'en est pas l'exception. Cordoba aujourd'hui développe, pense de manière urbanistique en mettant au centre l'être humain, l'environnement, l'écologie, le loisir. Et c'est pour cela que les défis que nous avons pour la croissance du développement urbain, c'est l'ordre, les gens, l'environnement, la famille et la planification urbaine pensée pour les prochaines 20 années. Merci beaucoup, Miguel, parce que tu as bien respecté le temps. 6 minutes, exactement. D'accord. Nous allons passer à l'orateur suivant. Dans ce cas, c'est Monsieur François Yetta. Il va répondre à la même question. Merci. Merci beaucoup. Alors, les infrastructures et services clés pour la réactivation de l'activité économique et le maintien de la population dans les territoires en Afrique, c'est essentiellement d'abord des infrastructures de base comme l'eau, la santé et l'éducation, mais aussi des infrastructures comme l'électricité, qui est très important pour la transformation des produits agricoles, et les routes, qui est très important pour l'évacuation de ces produits agricoles.
Comme vous le savez, les routes sont un facteur important pour l'accessibilité des zones rurales concernant l'évacuation de leur production agricole et leur acheminement sur le marché. Ces routes sont aussi le lien d'acheminement des produits de première nécessité aux ruraux, donc de la ville en zone rurale, en matière de produits manufacturés. Et l'expérience a montré que la meilleure manière de développer structurellement les zones rurales, c'est de les connecter au marché que sont les villes. Alors, c'est aussi une meilleure manière de diminuer l'importation des produits agricoles dans les villes. Vous savez que quand l'accessibilité aux zones rurales est très, très mauvaise, eh bien, il y a très peu de chances d'augmenter la part de la production locale dans la consommation urbaine. Si les produits importés ainsi que les cultures d'exportation connaissent une meilleure organisation du transport, il n'en est pas de même pour, par exemple, les cultures vivrières dont les filières se heurtent à d'importants goulots d'étranglement. C'est pourquoi, dans les zones rurales en Afrique, la dimension transport dans la production agricole et sa commercialisation sont des facteurs importants de connexion au marché urbain. Elle doit être partie intégrante des projets de développement agricole. Vous avez beaucoup de projets de développement agricole qui ne parlent même pas du marché, que sont les villes. Moi, j'ai l'habitude de checker les stratégies de développement rural dans certains pays africains, vous ne verrez pas le mot ville. Alors que tout le monde sait que l'organisation de la collecte et de l'évacuation des produits vers les marchés urbains doit être une priorité. Il faut donc, en fait, augmenter la capacité d'interaction entre les citadins et les populations des zones rurales environnantes, en permettant donc à tous les habitants d'avoir un pied en ville et un autre dans l'interland pour saisir toutes les opportunités. Mais pour ce faire, il faudra réduire les coûts de transaction et les obstacles à la circulation des personnes et des biens, et de l'information aussi. Donc, dans notre contexte des pays en développement, avec une forte urbanisation comme l'Afrique, où l'insuffisance de l'offre d'infrastructures rend le marché imparfait, le marché des produits agricoles, l'amélioration de l'offre de transport par la construction de nouvelles infrastructures engendre des indicateurs de croissance plus forts que ne l'aurait fait une hausse des prix et des produits. Le cas de l'Afrique montre que les politiques de développement agricole qui concernent les productions vivrières doivent ainsi se baser sur une analyse profonde des circuits de commercialisation pour identifier les contraintes, les blocages et le déficit d'infrastructures afin de faciliter l'approvisionnement des centres urbains, qui sont les principaux débouchés de l'agriculture vivrière. C'est ainsi que, par exemple, la réglementation du transport routier de marchandises, l'offre de transport, le conditionnement et l'entreposage des produits, ainsi que les infrastructures qui permettent l'accessibilité aux zones de production, doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. De façon générale, l'extension et l'amélioration significative du réseau des pistes rurales, articulé avec le réseau routier national, est de même à permettre la diminution des coûts de transaction et une plus grande accessibilité des zones de production. Tout cela, effectivement, se fait et se justifie dans un contexte de processus de peuplement où l'Afrique est la seule région du monde à ne pas avoir achevé son processus d'urbanisation et donc de peuplement. Dans ce contexte, effectivement, les échanges ville-campagne ou zones rurales sont le cœur du développement de l'Afrique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, François. Merci beaucoup pour vous ajuster au temps. On va passer à l'autre orateur, c'est M. Xavier Gallegos. Je vous pose la question, quelles sont les infrastructures et services clés pour la réactivation économique et la fixation des populations des territoires en mettant l'emphase sur les zones rurales ou plus éloignées des capitales? Bonjour. En premier lieu, je veux saluer spécialement les participants de la table, en spécial M. Hugo Molina, directeur du Centre de participation et développement humain, et à M. Miguel, François Ayata, et à Mme Nadine Urbar qui nous accompagne par rapport à l'infrastructure de services publics de notre région d'Ica. En premier lieu, c'est bon que vous connaissiez la région d'Ica comme centre régional. Notre région, effectivement, a des œuvres d'infrastructure, surtout le sujet hydrique et des voiries très spéciales pour le développement durable de notre région. Si nous parlons d'Ica, la ville d'Ica a cru sans une planification. Nous parlons de 100 ans jusqu'ici. Nous allons avoir 200 ans pour l'infrastructure n'a pas été planifiée d'une manière ordonnée. Il y a une croissance désordonnée. Et ceci est évident à ce moment dans notre région d'Ica. Comme président de la communauté des Andes, que représentons plusieurs régions, Ica et d'autres, et bientôt il y aura Cusco, nous avons plusieurs problèmes par rapport à la voirie aux routes. Il y a des départements qui reçoivent actuellement des études techniques sont réalisées à présent. Par exemple, l'infrastructure de la voie qui va de Curima jusqu'Ica. C'est la route, c'est une voie ferrée planifiée dans le secteur d'Apurímac par rapport soit utilisée de manière adéquate et la population d'Ica puisse en bénéficier. Dans ce sens, il y a beaucoup de projets d'infrastructure pour avoir accès aux produits par les différentes régions du Pérou et pouvoir améliorer l'infrastructure. La région d'Ica, nous avons besoin d'un mégaport à Marcón qui va générer des investissements, des postes de travail. En fait, ce projet, pour sa discussion, il faut disposer de 540 millions. Et dans ce sens, nous travaillons avec le gouvernement central, les projets des routes, des voies ferrées et d'autres qui bénéficient à notre pays. Mais dans la région, nous avons un grand problème hydrique. Et nous avons besoin de projets hydriques comme le projet Tambo, qui est un projet très important pour Ica. Mais le problème, c'est que ces projets ne sont pas dans notre région pour réaliser les œuvres. Nous n'avons pas non plus la juridiction. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation aujourd'hui pour pouvoir récupérer ces œuvres. Nous essayons que le gouvernement central génère une aire d'exécution pour que le gouvernement central puisse exécuter les œuvres n'importe où au Pérou. Nous savons que a besoin de projets hydriques pour les barrages de Tambo et d'autres. Et ces projets ne peuvent pas être exécutés dans notre région parce que nous allons compromettre des budgets. Cela nous génère des problèmes sociaux qui entravent les investissements. Comme gouvernement régional, nous faisons de notre mieux pour que le gouvernement central, finalement, génère cet investissement en faveur d'Ica. L'autre sujet par rapport au projet des aéroports nécessaires
dans différents endroits d'ICA. En parlant de l'infrastructure, ces projets en ce moment sont en étude et d'autres sont en exécution. Il faut construire des aéroports dans différentes régions pour obtenir un accès plus rapide et avoir des connexions plus rapides et procéder à l'échange de nos produits et au transfert non seulement des minéraux, des graines en provenance d'autres pays. Et il y a aussi le thème touristique et nous gérons ça avec le gouvernement central parce que l'aéroport à Pisco qui ne fonctionne pas et nous voulons le réouvrir pour qu'il soit au service d'ICA. Mais la partie infrastructure, nous avons un problème très important par rapport à la santé. Il y a 10 ans, 8 ans, ils ont construit des hôpitaux en fonction de la population, en fonction des activités. Et on n'a pas prévu ce qui allait passer dans l'avenir. Maintenant, nous avons une infrastructure de santé qui n'est plus en condition de recevoir et fournir l'attention aux citoyens, surtout en ce moment de la pandémie, de la COVID. Nous avons eu un problème très critique parce qu'à ICA, il y a des personnes qui ont pris la COVID dans d'autres régions du pays, mais à travers le travail de différents maires, pendant un travail rural et du gouvernement, nous sommes parvenus à contenir ce virus. Et maintenant, nous voulons développer ces projets d'infrastructure pour améliorer la question de la santé. Je crois qu'il est important de travailler, nous, et entendre vos expériences dans ce forum pour avoir d'autres visions, pour pouvoir améliorer le thème de l'infrastructure, surtout parce qu'il nous faut réactiver l'économie dans notre région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gallegos. Je voudrais rappeler ceux qui auront besoin d'une traduction. Il y a l'option en bas de l'écran qui dit « Interprétation ». Là, il faut cliquer et il faut choisir la langue. Il y a l'espagnol, le français et l'anglais. Je dis après la prochaine oratrice. Est-ce qu'il y a des gens sans audio? Je ne sais pas quel est le problème, mais s'il y a quelqu'un dans cette salle qui puisse résoudre ce problème. Nous t'entendons très bien. Nous allons passer à la prochaine oratrice, Nadine. C'est à toi, Nadine. Merci à tous les orateurs et à tous ceux qui participent de cette table ronde. C'était très intéressant d'écouter toutes les perspectives. Je parle depuis les perspectives du gouvernement local pour vous raconter sur les bonnes pratiques sur le territoire. La ville n'est pas un endroit d'agriculture. Pour que dans notre territoire, on puisse répondre aux différentes questions et satisfaire les besoins de tous les habitants, nous visons depuis les services locaux et la réactivation économique. Ces services sont liés avec différentes formes de planification, le transport, la distribution égalitaire de ces services, surtout ces services qui donnent un soutien. Par exemple, les différentes installations, l'énergie, les services sanitaires, l'infrastructure technologique,
Et ce qui est plus important, c'est le développement économique. Ce développement est très important du point de vue de la distribution économique. Une fois que l'infrastructure économique est disponible, on peut respecter les exigences actuelles et aussi avec celles futures. Maîtrisant mieux des opportunités d'emploi, notre but est d'améliorer l'infrastructure sociale et économique pour toutes nos communautés, pour pouvoir les aider au niveau économique et social. Si on a des probabilités de le faire, nous pourrons aussi réussir beaucoup d'autres choses. Il ne faut pas dire que la pandémie a porté préjudice à beaucoup de professionnels et les administrations locales ont engendré différentes stratégies pour engendrer des valeurs pour l'économie. Beaucoup d'entrepreneurs et d'artistes qui ont été durement frappés par la pandémie ont eu notre aide pour pouvoir combiner leurs affaires, pour créer des réseaux, pour aider à stimuler des nouvelles idées et la réubication, le relogement des centres de distribution. Il faut souligner aussi que l'infrastructure sociale est construite en différentes couches qui sont liées à la cohésion et qui ont besoin de cette cohésion sociale. Il faut avoir beaucoup d'espace public pour pouvoir attirer ces politiques publiques. Les espaces publics ouverts sont une bonne solution exigée par la pandémie pour pouvoir donner des espaces de développement, pour améliorer la prestation des services, créer de la valeur. Dans ce sens, Ramallah a créé différentes modalités pour fournir ces services, pour pouvoir aussi démocratiser l'accès à ces services dans la ville et pour pouvoir fournir un pouvoir aux citoyens et pour qu'ils se développent économiquement. Merci beaucoup. Très bien, vous avez très bien respecté votre temps. Si vous voulez, après, on va garder ces minutes pour pouvoir, si vous voulez, les utiliser dans les autres interventions. On va finir avec M. Molina, comme vous voulez. Merci, Judith. Évidemment, nous avons trois composantes comme quelque chose qu'il ne faut pas oublier, la pandémie, la crise économique et les problèmes de gouvernabilité qui traversent les États au niveau national et territorial, raison pour laquelle on est ici. Et on fait cette réunion de cette manière, c'est pour cela. Donc, cette séquence de 5 rencontres mondiales est lié avec le besoin de découvrir ou de finir de découvrir quels sont les éléments que chaque territoire a. Ils sont complémentés en termes de la relation urbano-rurale. On découvre que cette rupture, que ça se construit de manière forcée ou qui a entraîné des faux débats entre le rural et l'urbain, et il est résolu à travers des constatations simples. Dans les villes, même si on vit plus de 80% de la population, il n'y a pas de production d'aliments, ni d'énergie, ni de l'eau. Et c'est des compétences, ce sont des attributions, ce sont des facilités présentes dans les secteurs ruraux. Et cela accompagné de l'alimentaire. Dans la présentation de Judith, il parlait d'un travail que nous développons autour des cités intermédiaires. C'est une forme d'aborder la dépopulation rurale et comment il est possible, non pas de l'éviter, la tendance mondiale
va continuer à amener de conduire les habitants vers les villes, mais comment diminuer la pression sur les services dans les villes et l'absence de ceux-ci dans les zones rurales. Et cela nous a conduit à nous poser la reconnaissance de la question, alors, qu'est-ce qu'il faut en matière d'infrastructures et capacités sur les zones rurales pour pouvoir soutenir la population, pour la maintenir, pour arriver au développement? Et je le dirais avec un mot qui est très castillan. J'espère ne pas déranger personne, mais qu'est-ce qu'il faut avoir dans les zones rurales pour que les jeunes y habitent? Bon, c'est la même chose que dans les villes. Il y a une catégorie que l'on appelle la pression migratoire, l'absence de services de base, de support à la production, d'assistance qui est présente aujourd'hui dans les problèmes de santé, d'hôpitaux, etc. Si ceux-ci ne sont pas développés, appliqués, consolidés et proposés en matière de services dans les villes, dans les secteurs ruraux, face aux besoins et à l'urgence, cette pression migratoire va se faire effective. Nous avons développé une méthodologie qui nous a permis de réunir à 130 académiciens de 18 pays, principalement d'Amérique latine, présents aussi en Espagne, au Portugal, pour voir si les clés avec lesquelles on abandonne la campagne sont semblables à celles de l'Amérique latine. Et nous avons trouvé, chers collègues, qu'en différence de l'Europe, nous avons un élément de plus qui promeut, et sans le vouloir, cette dépopulation, et c'est l'absence de services de base dans les territoires. Cette vision extraordinaire qui nous a partagé Miguel depuis la ville de Cordoba, et effectivement, ils font à une conduite, à un patron où les piétons, la ville, la famille, l'art urbain sont ceux auxquels tourne la vie quotidienne. Dans les secteurs ruraux, cela ne se fait pas. Et cette absence fait que moins de services sont présents, soit développés. On va continuer, dans les cas d'Amérique latine, on va continuer à la migration. Et cela nous pose une proposition qui s'exprime dans la catégorie des cités intermédiaires comme des noyaux de services. L'articulation d'espaces qui peuvent être articulés entre soi pour que les gens ne partent plus des villes. Des campagnes, pardon. Et ça, on ne l'a pas inventé. Là, on les recueille depuis les différentes expériences, différentes formes d'aborder les problèmes. Comme nous posons les problèmes ici, nous avons un associé. Et il y a l'Université de Valladolid. C'est la partie la plus dépeuplée de l'Espagne. Et cela nous a permis de trouver au moins une hypothèse de travail. Et je finis. L'hypothèse de travail, c'est pour éviter la pression migratoire sur la population qui habite dans les parties rurales, est indispensable de faire une évaluation exacte du volume de services de base existants sur le territoire pour réussir que ceux-ci ne soient pas exigés et n'engendrent pas un changement de situation géographique là où l'on habite. À partir de là, ça va être plus facile de faire face au développement, la durabilité sur nos territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup tous les orateurs pour respecter le temps et pour faire des expositions si claires. Alors, si on va passer à un deuxième sujet de débat, nous allons parler de ce qui s'est fait dans les zones rurales ou dans les zones les plus éloignées des villes.
Et cette dépopulation ou les défis démographiques, comme on le parle, on l'appelle ici. Et on va parler des secteurs de production, des secteurs économiques. Et la question que je vous pose, on va commencer par M. Molina. La question est comment le secteur primaire peut contribuer au développement depuis les domaines ruraux et comment faire face aux défis démographiques et avec quels autres secteurs. J'ai placé dans le chat collectif une page qui reprend les composantes de ce qu'il y a dans les villes intermédiaires. Là, il était à la disposition de tous les participants. Ce que je veux dire plus emphatiquement, est-ce qu'il n'y a pas de solution au développement local, ni à la rétention de la population dans des zones rurales, s'il n'y a pas un abordage général planifié, holistique, sur le problème du développement. Autrefois, la possibilité pour chaque participant d'accomplir. Ce n'est pas seulement pour des personnes, mais aussi pour les territoires, pour des populations majeures, pour les États, pour qu'ils puissent accomplir et développer pleinement cette élaboration, ce travail des secteurs primaires. Il faut trouver une réponse, comme François le disait, des chemins. S'il n'y a pas de chemin, et quelle possibilité y a-t-il de faire sortir nos produits? Il faut avoir une intégration territoriale, comme le disait Javier, pour intégrer des espaces majeurs, des communautés, des régions, des macro-régions. Il faut une infrastructure sociale, comme disait Nadine, mais ce ne sont pas des réponses isolées. Il ne peut pas être des questions isolées. Ce ne peut pas être des réponses pour un seul secteur, parce que justement, les zones rurales de l'Amérique latine, et aujourd'hui, nous avons entendu parler des Africaines, les régions rurales sont les plus pauvres. La pauvreté se trouve non seulement liée au type de production de base, mais aussi au manque de valeur ajoutée de cette production, qui dans certains cas ont des problèmes pour la livraison de ces produits d'une zone rurale au marché. Les difficultés en termes de formation des femmes, l'absence de développement intégral qui incorpore de manière pleine aux capacités, les potentialités des femmes, non seulement du point de vue du genre, mais aussi du point de vue intégral du développement. Et aujourd'hui, un élément qu'il est impossible de laisser passer, la connectivité. Nous n'allons pas pouvoir développer nos territoires de manière intégrale. Et quand je dis intégrale, c'est dans cette relation harmonique qu'il faut récupérer entre l'urbain et le rural. Si nous ne parvenons pas à intégrer tous les secteurs dans une seule proposition du point de vue national, avec les potentialités de chaque État, à une proposition de développement intégrée en termes d'options et des possibilités réelles, nous n'allons pas parvenir pour en soutenir la population s'il n'y a pas de services de base que toute la population, n'importe où dans le monde, nécessite pour pouvoir vivre. Face à l'absence de ces services, les gens vont chercher. Je veux conclure, nous avons élaboré un énoncé et je finis avec ceci. Il y a des télégrammes. Le processus de migration est un processus qu'on ne peut pas arrêter. Cela, malheureusement, est indiqué par les données mondiales. En plus, l'abandon des aires rurales enchérit les services. Ils deviennent plus chers pour la population mineure. En plus, les villes de réception des populations ne sont pas préparées pour cette affluence massive de la population. Et en quatrième lieu, il n'y a pas d'exemple
de retour massif de population qui soit sortie d'une partie d'une zone rurale en retour et y est retournée de manière massive. Et d'après toutes les expériences de politique publique appliquées, n'ont pas donné comme résultat la rétention de la population dans leur zone. Parce que lorsque ces politiques ne sont pas holistiques, ne sont pas complètes, elles ne sont pas dans les zones rurales, comme les européennes, comme les nôtres. Il n'y a plus de personnes. Les premières personnes à migrer sont les jeunes. Et l'option ne se trouve pas dans une réponse isolée d'un secteur. Il faut qu'elle soit intégrale. Merci beaucoup, Carlos Hugo, de ton apport en très peu de temps et très clair. Nous allons voir quelle est l'opinion que vous avez sur cette question à Nadim Burbar dans ce cas. Toujours dans l'environnement rural et dans la fixation, la rétention de la population, comme un secteur comme le primaire, qui est le principal dans ces zones en général, peut être encouragé ce processus et quel autre secteur peuvent co-aider à retenir cette population. Je veux reprendre à partir de ce que M. Carlos a dit. Je suis vraiment d'accord qu'il faut avoir un regard holistique et un plan holistique dans tous les secteurs. Je voulais mentionner comme une stratégie pour le développement local et économique dans tous les secteurs. Parce que si on veut obtenir une coordination, une harmonie, dans un secteur complémentaire privé, il faut un consensus. Il faut pouvoir utiliser les ressources locales et externes de la meilleure manière, indépendamment des personnes. Personnellement, je crois que les parties prenantes des différentes parties, et ici j'observe que les mairies ont démontré qu'elles peuvent participer avec d'autres secteurs de manière active, et cette stratégie augmente les ressources locales. Et c'est un avantage pour les communautés locales à travers la participation, le dialogue entre toutes les parties prenantes locales, en utilisant également les ressources locales et externes de manière et internationale pour pouvoir disposer de la durabilité des ressources au fil du temps, mais aussi le sujet, nous ne voulons pas que les zones rurales soient les prochaines urbanisations. De cette manière, nous devons penser à l'utilisation des ressources d'une manière plus intelligente et efficace, et avec ces ressources, les regrouper avec les vrais besoins des personnes. Je peux le décrire comme le besoin de pouvoir connecter les potentiels investisseurs du pays et comment ils peuvent l'utiliser pour bénéficier aux producteurs locaux et dans les environnements ruraux. Je veux aussi mentionner que les secteurs complémentaires seraient très utiles pour aider les producteurs à mettre en évidence les produits, l'exclusivité des produits. La technologie actuelle pour l'industrie, les produits devraient être les mêmes pour ne pas avoir une influence sur la fixation de la population. Je vais également mentionner que la mairie, comme centre et aussi avec la banque, nous avons travaillé pour engager la distribution des producteurs locaux dans les villes. Nous avons organisé tous les ans, et ça fait 10 ans de ça,
nous organisons un événement dans la rue. Nous invitons les producteurs locaux de différentes parties et nous leur assignons une journée spécifique pour qu'ils montrent leurs produits. Nous invitons des femmes, des jeunes gens, entrepreneurs et entrepreneuses pour qu'ils et elles présentent leurs produits dans la ville. Nous essayons également de faire qu'ils se connectent avec d'autres possibles investisseurs. Nous savons que l'accès peut être difficile. Donc, dans la ville, avoir ce type d'accès peut être très avantageux quant à la promotion et pour que les gens prennent conscience des producteurs locaux qui existent et aussi des propriétaires et ils puissent interagir et commencer à établir des rapports commerciaux entre eux. Et je crois que le gouvernement national devrait travailler ensemble avec le niveau local et offrir des paquets pour des investisseurs pour qu'ils stimulent la production dans les contextes ruraux. Et cela n'est pas possible sans évidence, sans voir un changement dans le système même. Quand ceci sera adapté, quand il y aura de nouveaux échanges dépendant des ressources locales et aussi dans l'environnement rural, nous verrons que les producteurs n'auront pas besoin de laisser leur business dans les zones rurales pour aller aux villes. Le bien-être politique et prendre conscience et des rôles précis pour chacun des acteurs et que nous avons besoin d'une évaluation monétaire, bien sûr. Merci beaucoup. Merci de ta présentation. Nous allons continuer dans ce cas avec M. Gallegos et je voudrais introduire un extra à la question posée. Dans les secteurs complémentaires, en plus de tout ce qu'on a déjà mentionné, si nous croyons, comment peut-on améliorer le secteur primaire pour fixer la population? Avec quel secteur complémentaire peut-on faire ça? Croyez-vous que le tourisme peut être positif pour augmenter ou impulser cette activité dans cette zone? Javier Gallegos. Buenas tardes, mil disculpas. A nombre del ingeniero Javier Gallegos, je m'excuse. Je dois demander les excuses. Il a été appelé. Il coordonne la vaccination. Je vous salue à son nom. Et son poste est de prioriser la réactivation économique et le tourisme. Nous avons des attractifs touristiques dans le littoral péruvien, dans les lignes de Nazca, aussi au Cusco. On a parlé de l'amélioration de l'aéroport afin de fomenter le tourisme, d'encourager le tourisme. Et cela va permettre de réactiver l'économie, de relancer l'économie locale. Nous savons que les gouverneurs a encouragé de nouveaux circuits touristiques qui va depuis le port de Pisco. C'est là, avant la pandémie, il est arrivé les croisières avec beaucoup de touristes. Ils parcouraient les villes traditionnelles, des villes où les routes étaient une faiblesse de notre pays. Comme beaucoup d'expositeurs l'ont dit, notre but est d'améliorer l'exposition, les routes
Et avec cela, nous allons pouvoir renforcer les secteurs touristiques. Merci beaucoup. Merci de votre intervention et salutations à M. Gallegos. J'espère que son problème va être réglé. Nous allons passer à M. Iatta et avant son intervention, je voudrais inviter tous ceux qui ont laissé poser leurs questions à le faire depuis le chat ou dans la partie des questions. Vous pouvez les poser là et nous pouvons les passer aux orateurs. Continuamos con François Iatta. Merci beaucoup. Alors, avec quel autre secteur le secteur primaire peut-il contribuer à fixer la population? Je pense que les premiers secteurs concernés, ce sont les services tertiaires qui doivent faciliter la mise en œuvre des productions agricoles, c'est-à-dire tout ce qui concerne le crédit, les intrants agricoles, le matériel agricole, etc. Et le secteur secondaire, c'est-à-dire que tout ce qui est industrie de transformation doit être mis à contribution pour aider à la transformation des productions agricoles de ces zones rurales. Donc, les services tertiaires et les services secondaires sont les secteurs complémentaires pour cela. Les infrastructures urbaines doivent être prolongées dans les zones rurales par le biais de l'intercommunalité. Vous savez que même si une collectivité ne peut pas dépenser son argent au-delà de son territoire, il y a l'intercommunalité qui peut le faire. Et il y a une interdépendance qui est très forte, qu'il faut encore arriver à renforcer dans le cadre des politiques, c'est que les villes doivent être aménagées en fonction des potentialités de leur interland. Et les zones rurales doivent produire en fonction de la demande d'alimentation des villes. Vous voyez, ce n'est pas la peine dans un interland proche d'une grande ville de produire des choses qui ne seront pas consommées par cette grande ville-là. C'est dommage, c'est une opportunité qu'on rate. Donc, c'est un peu cette dialectique entre l'offre et la consommation de produits agricoles qui est la clé des interactions entre les villes et les campagnes et qui permet de fixer les populations rurales. Elle vient de ce qu'on peut appeler la division du travail entre les deux milieux, qui devient de facto un levier pour la production agricole. C'est-à-dire que plus le taux d'urbanisation augmente, plus la demande alimentaire est forte. Donc, le ratio de dépendance de la population urbaine par rapport à la population rurale augmente, ce qui est une bonne chose. Donc, c'est cette dépendance des zones urbaines ou des villes, cette dépendance en termes de produits agricoles qui est porteuse de progrès pour le développement agricole et permet donc le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture qui dégage un surplus qui est vendu sur le marché. La seule manière de fixer les populations, c'est ça, c'est-à-dire qu'elles puissent avoir un niveau de production qui leur permet non seulement d'assurer leur autoconsommation, mais de dégager un surplus qui sera vendu en ville. Juste pour vous donner une idée, en Afrique, une ville de 50 000 habitants, c'est une consommation alimentaire annuelle de 15 millions de dollars. Une ville de 150 000 habitants, c'est 35 millions de dollars. Une ville de 300 000 habitants, c'est 65 millions de dollars. Donc, vous voyez que la demande alimentaire est très, très importante et si elle est bien saisie, cela vraiment permet de donner un marché aux agriculteurs et
de les fixer dans leur territoire. Alors, il faut dire aussi que les échanges entre la ville et les zones rurales permettent de développer ce qu'on appelle une multi-activité chez les ménages ruraux. Et cette multi-activité renforce la résilience de ces ménages ruraux face aux chocs, chocs économiques, chocs comme la pandémie de la COVID. C'est quelque chose qui est vraiment très, très important, cette multi-activité. Il faut dire que ces relations entre ville et campagne sont aussi au cœur de la transformation de l'économie en Afrique parce que ça permet de faire passer une part importante de la population d'un secteur moins productif, qui est l'agriculture de subsistance, vers un secteur plus productif, c'est-à-dire l'agriculture qui dégage un surplus et même l'économie urbaine. Et ça permet de passer d'une agriculture d'autoconsommation et de subsistance à une agriculture beaucoup plus compétitive, tournée vers les surplus à vendre sur le marché urbain. Donc, c'est cette tendance-là, je pense, qui peut être renforcée par la mise à contribution des deux types de secteurs que j'ai soulignés, les secteurs tertiaires et les secteurs secondaires, c'est-à-dire ceux de la transformation des produits agricoles. Merci. Muchas gracias, François. Merci beaucoup, François. Nous allons terminer cette ronde avec M. Siciliano. Merci. Cordoba, à 576 km². Et même si je vais appeler des zones rurales pour adapter les quartiers de la périphérie, je vais les appeler les centres historiques. Il y a eu un centre historique et après, il a commencé à se développer. Il y a de nouvelles parties. Il y a je vais parler de la richesse en diversité qu'il y a les peuples et que les gouvernements doivent profiter de cela. La diversité sexuelle, la diversité religieuse, la diversité de race, la diversité de cultures, la diversité des personnes de différentes nations. Nous, on comprend, on sait que ça doit être la richesse d'un secteur et que l'État doit exploiter cela. J'ai écouté Judith qui disait qu'elle incorpore la partie tourisme comme pour mettre en valeur ces parties du territoire. Et on comprend dans un contexte d'une ville comme Cordoba, qui a 576 km², c'est l'une des villes les plus grandes d'Amérique, au moins, c'est construire une valeur sur la diversité. Les villes qui ont pu le faire sont les villes qui ont grandi de manière exponentielle en faisant de cette diversité de races de manière ethnique et avec cela les pôles gastronomiques. Cordoba a, par exemple, une partie avec un quartier péruvien et aussi un quartier aborigène. Donc, en pensant au tourisme, en pensant à la tradition, à l'histoire, ils ont des attraits pour que la ville s'y développe. Il y a dans plusieurs parties de la ville ces différents quartiers ont des attraits culturels, historiques, et cela a commencé à s'adapter, à l'amener à un attrait touristique, gastronomique, culturel de la ville. Mais aussi présumer de ce que l'on a, présumer de ce que les habitants en ont. Nous, les Cordobais, on doit dire que notre université a 500 ans d'histoire. Nous sommes l'université la plus ancienne de celles que l'on connaît.
Nous avons l'un des pôles industriels les plus forts du pays. Nous avons beaucoup de contenus dans les différentes révolutions qui nous ont permis d'y arriver. Nous, présumés de notre culture, de notre art, présumés de notre musique, Cordoba est une musique très traditionnelle, et elle s'y développe dans chacun de ces endroits. Dans tous ces endroits, s'y développe avec différentes particularités, différentes caractéristiques, mais celles-ci doivent être développées. Et je comprends la question de Judith comme quelque chose de clé. C'est clé d'avoir le premier touriste, le premier voisin d'un extrême de la ville et qui va vers l'autre côté, fait aussi du tourisme. L'Argentin, bon, il commençait, il faut peut-être, nous espérons que la pandémie passe rapidement pour que vous puissiez connaître notre ville. Et nous devons aussi parier sur les nouvelles modalités. Il y a de nouvelles centralités dans différentes parties de Cordoba, des centres commerciaux, des centres industriels qui ne sont plus concentrés, mais chaque secteur de la ville a construit sa centralité. Et c'est là que nous comprenons que le gouvernement doit accompagner avec développement ces centralités. Cela exige un plan de développement économique, un plan de développement de services, de croissance, un plan de développement touristique et comprendre quelles sont les industries qui motivent et qui encouragent cela dans la ville. Alors, quelles sont les activités qui engendrent une augmentation du PIB et cela qui parfois n'est pas vu de cette manière. Je pense que je suis dans le temps, je ne veux plus m'élargir sur le sujet, mais je pense qu'il faut oser être éruptif, il faut oser créer, se croire. Il faut savoir ce que l'on a. Il faut connaître bien l'histoire de tout ce qu'on a fait pour que ce peuple arrive là où il est. Là, et cela, ça va faire que les villes se grandissent de manière égale. Merci beaucoup, Miguel, pour te tenir au temps. Je ne sais pas si tu as un temporisateur, mais c'est juste. Il y a des gens derrière qui me signalent, donc je vais passer. Il y a quelques questions, donc je vais vous les passer. J'ai deux questions pour Nadine Burbach. Je vais vous la poser en anglais. Comment une ville comme Ramla peut présenter Comment une ville comme Ramla peut fournir des services comme de l'eau, la santé, surtout dans les secteurs de Palestine, et comment le développement économique affecte aussi ces secteurs. I will be straightforward. Well, thank you for the question. Obviously, living in a country under occupation, it comes with multi challenges and complexity. And a beaucoup de défis. Me permettent. Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé dans les rues en faveur de ce qui se passe à Jérusalem, entre Jérusalem et Gaza. Comme une autorité locale qui est dans des grandes difficultés économiques et politiques, la ville de Ramallah a plus de 5000 employés dans le gouvernement et laissé fournir les services les plus critiques à sa population. En termes de services d'eau, nous pouvons dire que
Nous fournissons différents services pour le traitement des eaux, d'égouts. Et aussi, nous avons un département, un service et en termes des voiries et routes, nous avons également deux composantes principales de ce type de service public qui, d'ailleurs, nous essayons fournir des assistances à travers d'autres services pas si traditionnels comme les services sociaux qui sont essentiels pour notre région. Et ils sont clés pour notre identité, notre résilience et tout ce que nous traversons maintenant à travers l'occupation. En parlant également des besoins que cette occupation nous pose depuis le point de vue des finances, nous parlons également de l'économie et par exemple, le principal revenu que nous avons depuis le gouvernement. Le gouvernement, c'est la collecte des impôts et d'autres revenus qui nous aident à travailler pendant cette situation économique de Ramallah qui n'est pas dans son meilleur moment, mais nous aide à maintenir un budget et à implémenter une grande quantité de projets qui sont très importants pour pouvoir absorber, inclure toute la population en transit et les questions de l'urbanisme liées à l'infrastructure. Nous avons plus de 60% des chemins entre les villes que nous devons maintenir. Il y a des instances critiques que nous devons gérer tout le temps et qui nous posent des défis, le défi de nous actualiser avec tous ces besoins. L'économie de Palestine, en général, dépend grandement des financements externes. Et les probabilités d'investissement dans les villes ne sont pas si attirantes parce qu'elles présentent un risque maintenant. Donc nous essayons de nous associer avec le secteur privé, mais celui-ci n'est pas très disponible ou préparé pour prendre des investissements dans notre territoire. Nous partageons également quelques petits projets avec le secteur privé, mais ils dépendent principalement des fonds locaux du gouvernement et ceux que nous puissions obtenir d'autres institutions. Je crois que je vous ai présenté une petite perspective sur notre territoire. C'est un peu compliqué. Merci beaucoup Nadine de ce résumé que tu nous as fourni d'un défi si important. La prochaine question est un peu longue. C'est pour Monsieur Miguel Siciliano. D'accord? Deux questions pour lui. Monsieur Siciliano parlait de l'organisation de la ville de Córdoba. Maintenant, je me demande, je ne sais pas s'ils savent, connaissent la situation économique de l'Argentine, principalement de Córdoba, de notre ville. Presque 41% des personnes sont pauvres et plus d'1,5 million de personnes. 639 000 sont pauvres. En plus de cela, la ville de Córdoba a l'un des taux de chômage les plus hauts du pays, encore plus que la moyenne nationale. Ma question c'est, en plus c'est, Monsieur Siciliano, quelle a été la partie de la proposition présentée par l'organisation Terre des Génies à Monsieur Martín Arauz sur la formation de notre population pour profiter des opportunités de travail du secteur technologique et atténuer le haut niveau de chômage. Est-ce que vous avez aimé le plus? Puis il donne des données, des informations sur des données maximales, minimales. Deux choses sur cela.
lorsque nous avons assumé notre gestion en décembre 2019, nous avons trouvé une ville qui devait 150 millions de dollars. Nous avions une mauvaise nouvelle, c'était la seule Argentine qui avait une dette externe. Ces 150 millions, c'était avec des fonds internationaux. Nous avions aussi une dette interne. Et cela a fait que nous devions travailler sur un plan économique. La ville était en faillite au mois de mars. Nous avons assumé en décembre. Au mois de mars, il y a eu la pandémie. Donc, comme tous ceux qui sont présents, cela a aussi affecté les revenus. Après une année de travail, le gouverneur a été au devant des négociations. Il a fait un très bon travail et il a réussi à retarder un peu la dette. C'est l'autre gestion qui a provoqué cette dette. Ce n'était pas de notre parti. Nous avons aussi fait... Pourquoi nous avons pu le faire? Ceux qui tiennent les dettes ne vont pas retarder la dette s'ils ne voient pas un bon plan économique. Et ce plan économique, le plan de développement de la ville, nous a permis de trouver cette remise de la dette. Alors, et cela nous a permis, aujourd'hui, nous avons annoncé les aides économiques comme nous l'avons fait aussi l'année dernière et cette année pour des secteurs commerciaux. Nous avons annoncé l'exemption des taxes municipales, l'exemption des taxes de l'automobile comme pour les taxis. Nous accompagnons les privés. Nous savons que ce n'est jamais assez. Dans ces crises, la première crise qui nous laisse le monde, c'est une crise sanitaire. Et la deuxième, c'est une crise économique qui dérive de la première. L'État est présent. Une ville en faillite comme Cordoba ne se récupère pas d'un jour à l'autre. Elle se récupère dans le temps. Elle n'avait pas de plan. Ça faisait beaucoup d'années qui grandissait. Cela ne peut pas se faire en un an et demi. Nous avons 32 réparations des routes. Nous avons fait de nouveaux asphaltes. Nous avons reconstruit les égouts. Nous faisons des dérivateurs d'égouts. Nous avons changé des lampes dans la ville pour un meilleur éclairage. Nous avons récupéré les fleuves, les espaces publics, comme je vous racontais. Nous avons 30 000 mètres de panneaux. Nous avons fait, c'est le meilleur plan de l'Argentine, avec 17 millions de pesos destinés à un fonds stimulus pour la culture. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Cordoba n'est pas l'exception. Et lorsque une ville qui a 20 ans de désorganisation, elle tarde à ressortir. Mais c'est ce que nous voulons faire. Je suis convaincue qu'on est dans le chemin. Et pour finir avec la réponse, notre ville, et je le dis avec une grande fierté parce que je le sens comme ça, c'était une Ferrari qui ne fonctionnait pas. Une Ferrari qui ne pouvait pas marcher. Mais aujourd'hui, avec cette force, peu à peu, nous mettons cette Ferrari sur la route. Et une fois qu'elle sera en marche, ça va aller de soi. Mais ça va tarder, non? Merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous. Si vous voulez répondre en 1 ou 2 minutes, je vous la passe. C'est quelque chose dont vous avez déjà parlé. La mise en place de l'habilitation en ligne des commerces et entreprises productives
et l'incorporation des technologies à la gestion publique pour le développement du commerce et de la production. L'une des choses que la gestion de maire Gergera mène, c'est essayer de moderniser cette ville. Nous venions de commencer, nous avons fait ce qu'on appelle CD, mais c'est une façon, un rapport entre le gouvernement et le contribuable. Aujourd'hui, la relation entre l'État et les contribuables se fait à partir d'une plateforme numérique. Après cette organisation est arrivée à l'état civil, les gens peuvent demander un certificat de naissance par l'Internet et la recevoir chez soi sans avoir besoin d'aller à la mairie. En plus, nous avons modernisé les différents départements de l'État. Nous avons acheté des milliers d'ordinateurs. Nous avons changé les logiciels, les systèmes et cela nous a permis d'établir un système de... Anciennement, quand quelqu'un voulait faire des embauches, voulait ouvrir un magasin, devait faire plus de 31 démarches pour le faire, aller de guichet en guichet dans la mairie pour essayer d'obtenir une habilitation pour dépenser l'argent pour embaucher des citoyens. Aujourd'hui, nous avons mis en marche un système d'habilitation commerciale en ligne. À partir de ce moment, vous allez pouvoir habiliter votre commerce en ligne sans besoin d'avoir à la mairie. Nous allons faire des contrôles pour voir si le contribuable ne nous a pas menti et voir s'il a tout en règle. Mais nous allons leur permettre à ceux au Cordobais qui veulent dépenser, investir, embaucher des citoyens de Cordoba, qu'ils puissent le faire. Pour finir, nous voulons que l'État finisse d'être un sac à dos en plomb, qu'il soit une aide et l'habilitation en ligne. Habilitation commerciale en ligne, c'est une grande avance dans ce sens. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté les temps. Si je ne me trompe pas, et nous n'avons plus de questions, nous devons fermer. Je vais faire une petite synthèse qui va se traduire en 2-3 mots, parce que je voudrais fermer en réalité avec un message, une idée, à partir d'une idée de chacun de vous, pour répondre, oui, au contenu central de cette table ronde qui, comme vous savez, parle des infrastructures et services publics comme des services de cohésion sociale et développement. En guise de synthèse, nous avons parlé des infrastructures et services publics clés. Nous avons parlé de l'importance de l'ordonnement des territoires. Nous avons écouté les exemples de Cordoba. Nous avons vu que dans d'autres régions, les résultats ne sont pas très bons ou très évidents. Mais on a parlé de l'ordonnement du territoire, de son importance, de l'infrastructure, des infrastructures durables, c'est-à-dire une nouvelle formule de développement durable vers la transition écologique. Nous avons parlé de l'importance des routes, des transports. Très intéressant. Les commentaires de François Ayata, son apport par rapport à ce besoin de connecter dans son cas, le réseau en Afrique, le monde rural et urbain pour trouver une sortie pour tout ce travail qui est fait depuis les zones rurales. Nous avons également parlé de l'importance des gouvernements locaux. Ceci a été mentionné dans plusieurs occasions. Les gouvernements municipaux comme les promoteurs de ces développements depuis les mairies, et aussi en pensant à ceux qui sont le plus éloignés des centres urbains. Nous avons parlé également du besoin dans le cas de Nadine, il parlait de l'infrastructure économique sociale. Il parle également de l'importance de la technologie, de la connectivité. Nous avons parlé d'un concept intéressant
que Carlos nous a apporté aujourd'hui, lié à tout ceci, c'est celui du dépeuplement rural, de l'immigration et du besoin de faire face à une réalité, l'absence des services primaires et de base dans certains environnements qui poussent les gens à les quitter pour chercher des services de base. L'ingénieur Gallegos nous en parlait, comment même ayant construit dans sa zone des hôpitaux, il y avait un manque de maintenance, un manque d'adéquation au fil du temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces hôpitaux soient obsolètes et ne puissent pas donner une réponse adéquate à ces nouveaux temps. Dans le bloc suivant, nous avons parlé des intérêts économiques très importants et sans trop l'apport de Carlos Hugo Molina qui nous parlait de ce besoin d'abordage de n'importe quel secteur productif dans l'environnement rural d'une manière intégrale. Nous ne pouvons pas parler d'un seul secteur sans être abordé d'une manière intégrale et nous revenons aux besoins de ces services de base, une approche que Nadine partageait également. Oui. Très intéressant également, ce qu'il parlait sur la volonté politique, le besoin de consensus pour les stratégies et le besoin d'évaluer et surveiller tout ce qui est fait dans ce sens. François Ayata nous a parlé de ces connexions importantes entre le monde rural et le monde urbain. Comment, effectivement, ils peuvent être un pôle et un moteur de développement à l'aide des transports. Il parlait des services tertiaires comme d'autres secteurs complémentaires qui impulsent les secteurs primaires qui se développent dans l'environnement rural. Et nous, on parlait des potentialités du tourisme comme un secteur qui soutient le secteur primaire et d'autres secteurs dans la zone d'Ica au Pérou. Est très intéressant pour fermer le concept de nouvelles centralités que nous donnait Miguel Siciliano et le besoin de parler. Quand nous parlons de tout ceci, en réalité, nous avons besoin d'un plan de développement économique, un plan pour aborder, comme Carlos Hugo le disait, toutes ces questions dont nous avons parlé, ces outils clés d'une manière intégrale. Si vous êtes d'accord, comme il y a peu de temps, je vais passer la parole à François Ayata et puis ensuite, je vais vous donner la parole parce que, avec une idée, en 1 minute, vous donniez un message pour résumer ou que soit votre apport à cette table ronde et au sujet que nous avons traité aujourd'hui. Merci. 1 minute. Merci beaucoup. Alors, moi, je dirais qu'il faut urbaniser les politiques rurales et ruraliser les politiques urbaines si on veut renforcer le lien entre les deux. Merci. Merci. On passe à M. Molina. Je crois qu'il est d'accord parce qu'il applaudit. Nous sommes ici parce que nous avons parié au local. Local entendu comme base et non pas comme ségrégation. Et à partir de là, l'échange de ces expériences nous aide parce qu'il n'y a rien inventé. Il ne faut pas inventer des choses qui sont déjà faites. Je pense à M. Rodriguez Ibarra avec une idée qui vient d'Extremadura. Et là, j'ai fait une référence d'honneur, tout comme j'ai dit à M. Martí, M. Moreno, dans le cas des Cordébaquion, poser des problèmes. Les clés sont simples. Les alliances publiques-privées, faire face au futur comme il vient, c'est difficile, mais il y a un espoir. Mais tant qu'il y a de la vie, il faut le faire. On parie sur la vie, sur nos gens. Merci beaucoup de cet effort. On va passer
à M. Gallegos ou la personne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là. Bonsoir. Bon, je m'excuse encore une fois. Nous sommes dans un processus de vaccination et monsieur devait partir. Et par rapport à ce sujet, féliciter l'organisation. Nous avons pris note de quelques points de M. Miguel, la situation dont parlait Carlos, l'association publique-privée est fondamentale. Nous avons les heures par impôt et l'investissement privé est fondamental et cela va permettre d'améliorer la réalité. Merci beaucoup pour sa patience. Bonsoir. Merci beaucoup. Nous allons passer avec cette idée, Monsieur Siciliano, pour fermer cette table ronde. Merci beaucoup. Je crois que l'humanité est en pause et peu à peu, dans quelque part, plus rapidement que dans d'autres, on va commencer à revenir. Ce revenir doit avoir comme axe l'humain, le développement soutenable des villes, prendre ce qu'il y a de bon et continuer à grandir, mais comprendre qu'est-ce qu'on a mal fait. Savoir que les États sont créés pour améliorer pour le bien la qualité de vie des personnes, comprendre que la famille et les environnements et la diversité doivent être des axes pour un nouveau monde que l'on veut créer et comprendre qu'on peut changer le monde. Mais pour le faire, je vais d'abord commencer à changer ma maison, ma ville, ma rue, ma ville, etc. Et ces forums sont utiles pour cela. Merci beaucoup. Nous allons fermer avec 7 minutes, avec cette idée qui nous arrive depuis la Palestine. Nadine. J'ai vraiment profité de cette table ronde et j'ai pu comprendre le besoin d'améliorer nos idées, notre compréhension et comment il faut voir l'inclusion, les services, le développement et surtout comment nous devons fournir l'accessibilité à tous les secteurs de nos territoires. Nous savons qu'il y a du potentiel dans notre ville, mais depuis notre point de vue, il faut essayer de mieux nous préparer pour l'avenir. Nous espérons que tous ceux qui nous ont suivis ont profité de cette rencontre. Ça a été un vrai plaisir d'écouter les différentes perspectives que chacun des expositeurs nous a apportées depuis différents points du monde et avec une vision différente de chacun. Continuez à participer dans d'autres tables rondes, dans d'autres panneaux, dans d'autres discussions qui sont présentes dans ces forums. Merci beaucoup et au revoir. Un plaisir. Merci. Bye-bye. Merci beaucoup. Judith, je vais aller te rendre visite. Allez.